Hello, bienvenue pour une nouvelle interview avec cette fois Anthony Chambaud qui est artiste peintre. J'ai adoré cette interview. Je fais juste une intro très très courte pour dire qu'il y a eu un petit problème de son. Alors pour moi ça m'a pas frappé pendant tellement j'étais dans le moment et dans le flow et la conversation est juste passionnante. Mais en fait ce qui se passe c'est que de temps en temps le son change d'un micro à un autre. Donc voilà, mais franchement on entend super bien quand même. On parle tellement de choses intéressantes. On parle évidemment d'art, de créativité, d'entrepreneuriat beaucoup, de YouTube, de business, d'introversion, de timidité, de tout ça quoi, de ce que c'est de vivre cette vie qu'on choisit. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette interview qui est juste magnifique avec cet être humain qui est incroyable et je vous laisse aussi bien sûr découvrir son travail si vous ne le connaissez pas encore et enjoy. Et ça enregistre. Super. Alors, bonjour Anthony, comment ça va? Bonjour Laura, bah écoute, ça va bien et toi? Ouais, super, merci. Tu m'entends bien? Oui, oui, très bien. Ok, cool. Alors, je suis super heureuse d'être avec toi aujourd'hui parce que j'ai découvert ta chaîne YouTube, je pense d'être plus d'une année en tout cas. Je pense que je D'accord. cherchais des personnes créatives qui faisaient des trucs chouettes sur Internet. Je sais pas trop comment en fait. Mais tout de suite, j'étais impressionnée déjà par ton art, bien sûr, et puis par ouais, ce côté entrepreneurial que tu avais. Enfin, je me suis dit, waouh, il y a des personnes qui font ça, c'est incroyable. Donc, ça m'a beaucoup inspirée. Et du coup, je suis super contente qu'on revienne un peu sur ton parcours. Et j'aimerais que peut-être tu te décrives aux personnes qui ne connaissent pas encore ton travail. Comment tu te décrirais? Ok, donc moi je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Euh, alors je vais remonter un peu pour expliquer peut-être ce que je faisais avant, d'où je viens. Ouais. Moi avant j'étais entrepreneur, j'avais une agence de création de sites internet que j'ai eu pendant plus de 10 ans, enfin pendant 10 ans. Et il est arrivé un moment où j'étais plus vraiment épanoui de ce que je faisais. Et entre-temps, en 2013, non, en 2010, j'ai commencé à me passionner pour la peinture abstraite. Ça m'est tombé sur le coin du nez. Je connaissais pas du tout et je suis tombé face à un tableau et j'ai eu un électrochoc. Ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a mis une grande claque. J'ai pas compris ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, j'ai eu besoin de peindre, j'ai eu besoin d'essayer des choses, j'ai eu besoin d'apprendre. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais lâché les pinceaux. Et en fait, entre 2010 et 2013, j'ai commencé à entasser les toiles parce que j'étais en phase d'apprentissage. Et en 2013, j'ai commencé à me dire, il serait temps que j'essaie de les vendre parce que des amis m'ont tout simplement poussé à le faire. C'est-à-dire que je cachais mes tableaux chez moi dans mon petit appartement, je peignais sur ma table basse et je cachais mes tableaux derrière le canapé. Et un de mes meilleurs amis trouve un de mes tableaux, il me fait mais c'est super, tu les vends? Et je suis bah non, je les vends pas, non. Et c'est mes amis qui m'ont dit petit à petit, bah, tu devrais envisager de les vendre. Donc là, je me suis renseigné, j'ai vu ce qu'il fallait faire, je me suis déclaré à la maison des artistes, etc. Et j'ai dit autant utiliser mes compétences, qui est la création de sites internet, pour essayer de vendre mes toiles. Donc j'ai créé un PrestaShop de vente en ligne. Moi, ma force, c'était le référencement naturel parce que j'en fais depuis 2005. Donc ouais, ça commence à faire. Et je me suis dit, je vais tout naturellement essayer de référencer ma boutique en ligne pour essayer de vendre mes tableaux. Et voilà, entre 2013 et 2017, j'ai vendu quelques tableaux. Enfin, pas assez pour pouvoir en vivre, mais quand même un certain nombre de tableaux. Juste un peu moins que pour avoir un SMIC, quoi. Hein. Juste un peu en dessous. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré quelqu'un que je crois, j'ai eu mes sources, tu as interviewé, qui est Cindy Barillet. Ah oui, j'adore ce que tu dis. Ah, Cindy, j'adore. c'est une très grande amie. C'est une très grande amie que j'ai justement rencontrée en fin 2016. Et je lui dois beaucoup parce que c'est elle qui m'a fait comprendre qu'en fait, il y avait d'autres moyens sur Internet pour s'épanouir en tant qu'artiste, essayer de vivre de sa passion. Et elle me dit, je suis un faux preneur, donc je beaucoup de contenu sur Internet, sur mon blog, mais j'ai aussi quelques formations, des bouquins, et voilà, je vends quelques formations comme ça. Et donc là, je me suis intéressé sur l'infoprenariat. Je me suis dit, ça fait 10 ans que j'ai une agence web, mais malgré ça, je ne connais même pas l'infoprenariat, quoi. Et j'ai commencé à me renseigner, bien sûr, Olivier Roland, Amaker, qui c'est qu'il y avait d'autres, Stan Leloup, enfin, il y en a plein. J'ai commencé à beaucoup me rapprocher de ces gens-là et à suivre leurs conseils. Et j'ai tout simplement, et puis bien sûr, les conseils de Cindy, parce que c'est elle qui m'a beaucoup apporté. Je lui dois vraiment tout, finalement, sur le côté formation. Et aujourd'hui, bah voilà, je me retrouve avec ma chaîne YouTube, mon blog. Euh, le gros problème, c'est que j'étais un gros timide et quand il a fallu prendre l'objectif, ça a été très dur au début de faire ma première vidéo. Mais maintenant, j'adore ça, j'en fais bien 2 par semaine.
Et puis je suis content parce que j'ai un blog où il y a une solide communauté, que ce soit sur YouTube, on est plus de 30 000 sur ma chaîne. Sur mon blog, j'ai une liste email, j'ai plus de 15 000 personnes dedans. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien et je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Ça m'a permis de pouvoir vivre de ma passion. Aujourd'hui, j'ai mon atelier que j'ai pu acheter. Ça me permet de continuer à vendre des tableaux sur Internet, à partager ma vie d'artiste, en fait, au sein soit de mes capsules, de mes vidéos sur Internet et de mes cours. Voilà. Waouh, rien que ça. Je vais passer rapidement, mais voilà, en gros, c'est ça. J'en suis là aujourd'hui. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai commencé fin 2016 et mi-2017, avec mon associé, je lui ai dit, bah écoute, j'ai d'autres opportunités, parce que ça marchait bien, en fait, ce que je faisais. Et j'ai dit, bah, je suis plus épanoui aujourd'hui et je pars de la société, quoi. Et lui, il avait un autre projet aussi de son côté. Il est infopreneur, il est même entrepreneur. Il a un projet qui s'appelle SEO Quantum. Il est pratiquement tout seul à faire la sémantique. Son projet cartonne. Et en fait, lui, il a arrêté en même temps que moi. Il m'a suivi. C'est-à-dire qu'il n'a pas continué la société. On a vendu le portefeuille client et on est partis tous les deux sur nos voies, quoi. C'est comme tout Voilà. ça de façon, comme il y avait certaines choses qui sont bien arrivées au bon moment, quoi. Ouais, il y a beaucoup de profils d'infopreneurs ou autres qui ont. Bah, tu regardes Olivier Roland. Hein. Olivier Roland, pendant 10 ans, il a une société, il faisait du dépannage informatique jusqu'au jour où il a monté ses blogs et voilà, il a fait la même chose finalement. Donc on suit un peu, nous, les infopreneurs, on suit les traces de ces mentors-là, je trouve. Ouais. Du coup, ça te dit qu'on revienne un petit peu dans ta toute petite enfance. Ouais. Allez, quel genre de petit garçon tu étais à l'école et est-ce que tu avais déjà des intérêts pour l'art ou pas du tout et pour l'entrepreneuriat même, qui sait? Alors non, moi j'étais le gamin le plus timide du monde, mais vraiment. Du coup, j'avais même des problèmes à l'école, j'arrivais pas à écouter les profs, j'arrivais pas à me faire d'amis. Je suis même passé à la radio il y a pas longtemps sur RTL pour ce sujet-là, pour la timidité, quoi. Ah ouais? Ouais, dans l'émission de Flavie Flamand, je n'ai plus le titre, ouais, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Et en fait, tu m'as retrouvé via ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur la timidité, ils sont venus me chercher. Bref, tout ça pour dire que, ouais, effectivement, très très timide, très introverti, du coup, et encore aujourd'hui, quand j'ai beau parler des fois à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, quand je sors dans la rue, que je croise une personne, je peux pas la regarder, quoi. C'est maladif. J'ai les yeux baissés, j'ai toujours la voix un peu. Enfin voilà, je suis très très fermé sur moi-même. Et par contre, devant une caméra, c'est tout le contraire. Alors, quand j'étais petit, très très dur, très très dur. Et voilà, difficulté dans les études. Du coup, j'ai retapé beaucoup de classes. J'avais du mal à parler aux gens, du mal à me faire des amis. Et ça m'a suivi pendant un bon moment, quoi. Donc aujourd'hui, je me fais violence, d'où mon activité, d'où le fait de me filmer. C'est une super thérapie. Et là, le plus gros obstacle, enfin le plus gros challenge que j'ai pu me mettre ces derniers temps, c'est donner une conférence à Paris sur l'infoprenariat. Et ça, c'était compliqué, mais finalement, ça s'est très bien passé, quoi. Wow, j'adore. J'adore que tu partages ça parce qu'il y a tellement de personnes qui sont introverties, qui sont timides, qui sont anxieuses et puis qui réalisent pas qu'en fait, cette créativité, c'est aussi un moyen de s'exprimer, justement, tout ce qu'on n'a pas pu exprimer dans ce monde. Je crois que tu l'as dit Oui. dans une de tes vidéos. Si on n'a pas pu exprimer dans ce monde, on peut le faire à travers notre créativité. Oui, alors par contre, du coup, excuse-moi, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment répondu à ta question. Tu me demandais si. Oui. J'ai fait qu'une partie de la question. Il est vrai qu'en fait, non, j'ai toujours eu besoin de créer. J'ai fait beaucoup de musique. J'ai fait à la fois la musique électronique, des compositions. Après, j'ai beaucoup joué de guitare. J'étais fan de Jimi Hendrix, donc j'ai refait son répertoire. J'ai joué dans un petit groupe. Et puis après, c'est toujours traduit d'une façon ou d'une autre. La danse, j'ai fait beaucoup de salsa, beaucoup de choses. Et du coup, en fait, il a toujours fallu que cette créativité, et je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça, que la créativité doit se traduire d'une façon ou d'une autre. Et des fois, la forme change, mais sinon, la créativité, elle est toujours là, au fond de toi. Ça, c'est clair. Et non, la peinture, comme je te dis, j'avais jamais touché un pinceau à part un art plastique avant 2010. Et c'est juste que l'émotion a tellement été forte quand j'ai vu ce tableau que j'ai compris que j'allais faire ça une bonne partie de ma vie, quoi. Et voilà. Ah, c'est fou. Je trouve ça tellement puissant. Est-ce que c'est courant autour de toi, ce genre d'histoire de personnes qui ont une sorte de déclic comme ça artistique devant un tableau, devant quelque chose qui révèle ce côté artiste ou c'est en tout cas c'est tellement fort la façon dont tu le racontes. Moi, j'ai beaucoup d'échos.
Du coup, j'ai une certaine audience aujourd'hui. Enfin, sur Internet, mes projets drainent une certaine audience. Du coup, je suis très sollicité, beaucoup de mails, de questions, etc. Et je vois souvent des gens qui baissent les bras tout de suite en disant ah, je suis passionné, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas. C'est surtout ça que je vois. Je vois très très rarement des gens qui disent je suis passionné, donc je vais y aller. Et pourtant, c'est juste ça, quoi. C'est ce que j'explique tous les jours quand les gens me disent oui, j'ai pas d'argent pour du matériel. Je leur explique que moi, à l'époque où j'avais ma société, je gagnais 250 € par mois. Je faisais 70 heures par semaine, j'avais pas une seconde et pourtant je l'ai fait. Donc il y a un moment, c'est la passion qui fait tout. C'est la passion qui va nous pousser à toujours aller plus loin et à faire les choses quoi qui se passent. Mais j'aime pas le fatalisme des gens qui disent mais moi je peux pas faire ce que tu as fait parce que si, parce que ça. Parce que là, dans le trade jeu, les gens qui sont comme ça, ils avanceront pas parce qu'ils se trouvent des excuses et ils sont dans ce confort quoi, de l'excuse qui fait qu'ils vont procrastiner ou voir jamais sortir leur projet. Et c'est tellement dommage. Moi, j'ai envie du contraire quoi. Moi, j'ai envie de secouer les gens des fois et de les pousser en disant mais tu peux, vas-y quoi, arrête de te prendre la tête. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup, et ce que tu racontes, c'est que ça veut pas dire que ça va être facile, et puis, comme tu dis, énormément de travail, et le fait de se faire violence quand on, justement, par exemple, parlons de YouTube. Enfin, se lancer sur YouTube, c'est quand même un sacré pas, surtout quand tu C'est très dur. es converti et tout. Est-ce que tu te souviens, quel a été ce moment où tu t'es dit, bon, je vais prendre YouTube comme plateforme, je vais y aller. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là et ta première vidéo? Oui, oui, je me souviens de tous les paliers sur YouTube, de ma première vidéo jusqu'à mes dernières, où voilà, où maintenant, YouTube, c'est plein de frustration parce que des fois, on regarde ce que font d'autres, on se dit, tiens, j'aimerais bien quand même essayer parce que lui fait 10 000 vues, lui fait 100 000 vues, etc. Et c'est un gros piège, quoi. On voit que les success stories, les gens qui réussissent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait une première vidéo difficilement et puis on se rend compte que on fait 5 vues, quoi, au début. Et on se dit, ah oui, quand même, d'accord. Et le problème, c'est qu'il faut juste avoir conscience de ça. Et moi, la personne qui m'a fait vraiment comprendre ça, c'est par exemple Olivier Roland. Olivier Roland a une approche de la traversée du désert qui est juste parfaite. Il explique que pendant les 6 premiers mois, enfin minimum les 6 premiers mois, que quand on crée du contenu, quand on est créateur de contenu, que ce soit blog ou chaîne YouTube, ben, en fait, au début, on a un gros pic d'excitation, donc on est très motivé, donc on se dit je vais faire plein de choses, ça va être génial. Du coup, on met des choses en place et puis d'un coup, ben, on est confronté aux effets du réel et tout tombe quoi. Tu te retrouves au plus bas parce que tu dis bon ben j'ai investi énormément d'énergie, j'ai aucun résultat. Et là, frustration. Donc il faut juste comprendre que au début, ça va être dur pendant des mois, des mois, des mois. Et en fait, sur Internet, il y a besoin de beaucoup de traction, quelle que soit la nature du projet. Et sur YouTube, c'est ce qui se passe. Il faut énormément. C'est comme une locomotive. Au début, tu as beau mettre tout ce que tu veux, ça va être dur, ça va patiner, ça va pas partir. Et petit à petit, si tu tiens le coup et surtout si tu... La régularité, c'est le maître mot. Si tu es régulier, et ben petit à petit, tu sors du contenu, du contenu, du contenu. Tu vas te bâtir une audience et les choses accélèrent. Moi, ma première vidéo, en fait, c'était une vidéo de démonstration où je montrais comment je crée un tableau, mais en accéléré. Enfin, ça, c'est quand j'ai vraiment décidé de prendre ma chaîne en main. Parce qu'avant ça, j'avais juste créé ma chaîne, comme beaucoup le font, pour mettre des diaporamas, des trucs qui avaient ni queue ni tête. Et au début, bêtement, je pensais que j'allais pouvoir vendre mes tableaux grâce à YouTube, ce qui est totalement pas possible. C'est pas fait pour. YouTube, il faut rendre un service, il faut répondre à une demande, à un besoin, à une douleur. C'est ça qui fera votre succès sur YouTube. Et ça, je l'ai compris quand Cindy Barrier, en fait, m'a contacté, quand on s'est rencontrés, parce que je ne sais plus comment ça s'est fait, mais je venais juste de lancer ma chaîne en faisant une vidéo de démo, mais je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et c'est là qu'elle m'a expliqué sa stratégie. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, il fallait que je réponde à un besoin. Donc, fini les vidéos où je montre quelques tableaux, parce que les gens s'en foutent de ce que je fais. Enfin, en tout cas, ils sont pas là pour ça. Les gens, ils viennent pour apprendre à mélanger la peinture acrylique, savoir comment on l'utilise, apprendre des techniques, apprendre le medium pouring, etc., etc. Et donc, plus je réponds à des petits besoins comme ça, plus mes vidéos vont performer, plus j'aurai une audience, plus j'aurai d'abonnés, et puis, ben, mécaniquement, voilà, ça augmente, quoi. Et après, bah, plus tu as de traction, plus tu as d'abonnés, plus YouTube te met dans les vidéos suggérées. Enfin, moi, il y a plein de... ouais, je vais pas parler de l'algo de YouTube, mais il y a plein de façons de faire. Et après, bah, tout est possible, mais c'est très, très long. Et première vidéo, ouais, c'était très dur. Le plus dur, c'est la première vidéo en face cam. C'est horrible. Ah bah, tu me comprends, je pense. Hein. Et le face cam, c'est stressant, c'est angoissant. On entend, c'est la première fois qu'on se voit,
qu'on se voit parler, qu'on s'entend. Moi, j'ai un gros problème, je supporte pas ma voix. Et du coup, les premières fois, ça a été horrible. J'ai dû m'y prendre 100 fois avant de sortir ma première vidéo. Mais c'est un classique. Beaucoup font comme ça. Et après, il faut s'acharner, il faut continuer. Et puis, faut vouloir apporter de la valeur. C'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis allée regarder du coup tes toutes premières vidéos. Ouais, c'était fou parce qu'on ne croit pas, tu vois. Les gens se disent, ouais, mais pour cette personne, c'est facile. Parce que maintenant, je crois que tu as genre 27 000 abonnés, quelque chose comme ça. 33. Ah, 33 000. Ah, désolé. What? C'est des chiffres, mais oui. Aujourd'hui, j'ai la chance, c'est que c'est en moyenne entre 50 et 100 abonnés jour qui arrivent. Alors que c'est pour ça que là, j'envoie un message à tous ceux qui veulent créer une chaîne. Au début, pour atteindre mes 100 premiers abonnés, mais ça a été juste horrible. Ça a été des mois, voire presque des années, parce que je laissais ma chaîne dormir. C'est horriblement long. Et en fait, quand on passe les 1000, les 100, les 1000, les 10 000, après, l'attraction est là. Donc, automatiquement, toutes les vidéos que vous avez créées, c'est un capital. C'est-à-dire que plein de nouveaux... toute votre audience va vous découvrir via des anciennes vidéos que vous avez fait. Peut-être 2 abonnés sur telle vidéo, 2 abonnés sur telle vidéo. Mécaniquement, après, tous les jours, c'est plus de 80, 100 abonnés jour, quoi. Voilà, j'ai glissé. Je sais plus ce que tu disais. Non, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube. C'est parce que, comparé peut-être à Instagram, Facebook, ce genre de réseau, il y a ce côté investissement beaucoup au début, mais comme tu dis, il y a des anciennes vidéos qui peuvent tellement... C'est un investissement de départ qui, plus tard, si tu es régulier, ça le prend beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, ma vidéo qui me rapporte le plus d'abonnés aujourd'hui, elle a plus d'1 an. Elle a fait 300 000 vues, je crois. Et en fait... elle performe bien, elle s'est bien positionnée, et du coup, automatiquement, c'est le principe du référencement naturel, hein, automatiquement, elle apporte de la visibilité tout le temps, quoi. Sauf le jour, alors, je sais pas ce que c'est que ce bruit, il y a des mots bizarres. Voilà, quoi. Donc après, ouais, je pense juste qu'il faut... on capitalise. Les premières vidéos qu'on fait, il ne faut pas penser que qu'on va faire des vues les 3 premiers jours, mais il arrive un moment où elles vont avoir de la visibilité et que c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Comme tu le disais, à juste titre, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est très différent parce que c'est éphémère, quoi. On envoie une donnée qui va être perdue dans les méandres. Enfin voilà, on veut des données fraîches. Donc l'approche est très différente. Moi, c'est pour ça que je capitalise surtout sur YouTube et puis mon blog. Mon blog, parce que le référencement naturel, sur les moteurs de recherche, c'est une force. J'ai à peu près 1000 visiteurs jour sur mon blog. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit le moindre article. Tu tapes mélange peinture, peinture acrylique ou autre. La plupart du temps, je suis dans les 3 premiers résultats sur Google. Ça s'est fait tout seul, juste en écrivant des articles, quoi. Donc voilà. L'idéal, je pense, c'est de faire les deux. Si on veut capitaliser sur le temps, et voilà. Parce que c'est comme le parcours de beaucoup d'entrepreneurs. Tout ce que tu as fait avant ta vie d'artiste et ta vie entrepreneuriale, comme tu le fais aujourd'hui, ça t'a servi de côté, parce que tu as fait une école d'informatique, oui. Si je ne me trompe pas. Oui, j'ai fait un BTS informatique de gestion, mais j'étais déjà passionné par l'informatique. J'avais pas mal de projets Internet que j'ai appris tout seul, ce côté-là. Et après, j'ai fait une licence en communication. C'est là que j'ai appris à traiter l'image, à faire du montage vidéo, à faire plein de choses. Et après cette licence, oui, effectivement, j'ai créé mon agence web. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai appris au sein de mon agence ou pendant mes études, je l'exploite aujourd'hui à fond parce que je suis tout le temps sur mon ordi. Effectivement, mon outil de communication, par exemple, pour mes tableaux, c'est Internet. Et sinon, ma partie infoprenariat et créateur de contenu et tout ça, tout se passe sur des réflexes sur mon ordi. Donc, c'est trop cool. Ouais, j'utilise vraiment mes anciennes compétences pour ça, ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première vente de tableaux et dans quel contexte c'était? La première vente de tableaux, je crois que c'était un ami. Oui, c'était un ami qui me l'a acheté. À l'époque, je vendais mes tableaux 39 €. 39 €. Aujourd'hui, je suis plus à 400, mais c'est pas les mêmes types de tableaux. Maintenant, j'utilise pas le même matériel. Et puis, ça fait quand même quelques années, quoi. 39 €. Et ouais, c'était magique parce que c'est la première fois que je vendais un truc pour moi sur Internet. Je disais déjà, je vends un tableau, comme quoi ça peut en intéresser certains. Voilà, c'était un ami en l'occurrence, mais après, petit à petit, j'ai commencé à vendre en France, en Suisse, Belgique, Canada. Aujourd'hui, je suis à plus de 400 tableaux vendus. Donc depuis 2013. Donc ça, c'est une belle réussite aussi. Et d'autant plus pour mes cours en ligne, c'est pareil. La première fois où je décidais de me lancer, 6 mois après, quand j'ai créé mon blog, j'ai fait mon premier produit numérique qui était un livre numérique, se lancer en peinture abstraite. Ça m'a demandé quelques mois de boulot. Vraiment, je me suis mis à fond dedans. Et au début, quand t'es infopreneur, tu te dis, mais t'as peur de vendre quoi que ce soit.
tu oses pas vendre. Ça, c'est un cap aussi à passer psychologique. Et quand j'ai lancé, j'ai fait un lancement orchestré, hein. Donc, j'ai fait monter le lancement orchestré, c'est classique. Il y a plusieurs séquences. On explique, on essaye de faire du teasing. Et le jour J, pendant une semaine après, on vend son produit avec une réduction. Et là, c'était le carton direct parce que c'était plusieurs centaines. Non, attends. Ça doit être autour de 100 ventes, mon livre numérique, je crois, sur le premier mois. Je l'ai vendu une centaine de fois, ouais. En 27 euros, en promotion au lieu de 37. Et la première fois, là, le premier livre numérique, ça m'a fait autant d'émotions que mon premier tableau, parce que c'est quelque chose que j'avais écrit, c'est quelque chose que j'avais créé, ça reste tout aussi créatif. Et je savais pas du tout si les gens allaient adhérer. Et j'avais peur. On a peur de vendre en ligne, on a toujours peur, alors que c'est tout à fait légitime. Aujourd'hui, j'ai plus peur de ça, parce que je sais que j'ai 300 vidéos gratuites et j'ai 7 cours payants en ligne. J'ai aucun scrupule à vendre quelques cours payants, surtout que les prix sont assez bas et que même pour ceux qui ne veulent pas acheter, il y a 300 vidéos gratuites. Donc voilà, tout ça pour dire que le premier produit, c'était beaucoup d'émotions également. Et quand je vois le retour des gens, de ce que ça peut apporter, mais c'est génial. Il y en a plein qui se lancent depuis ça, qui font des expos, c'est génial. C'est franchement... Voilà. Quel est le point commun entre tes clients? Tu dirais que ce soit les clients de tes tableaux ou les clients de tes formations? Est-ce que tu retrouves des caractéristiques communes ou pas forcément? Non, parce que c'est un profil très différent. Ceux qui achètent des tableaux, c'est vraiment ceux qui vont vouloir décorer, qui veulent le tableau pour chez eux la plupart du temps, alors que les formations, c'est vraiment ceux qui veulent apprendre à faire justement, apprendre à faire des tableaux pour les vendre aussi. Moi, je ne parle pas trop du côté vente, parce que je trouve c'est pas un axe que j'ai voulu attaquer pour le moment, mais c'est surtout l'apprentissage de mes techniques à l'acrylique, la peinture abstraite. Donc non, ceux qui m'achètent des formations, c'est un profil quand même bien différent. Et ils veulent juste apprendre, et comme la plupart du temps, ils ont tous le même profil, c'est qu'ils veulent apprendre vite, et ils veulent tout de suite. Donc, j'essaye de les aider au mieux. Ce qui me frappe chez toi, c'est que le côté entrepreneur et le côté artiste, les deux semblent très très forts et semblent nourrir ton âme presque au même degré. Enfin, je sais pas, je pense que ces deux approches peut-être... on a tendance à beaucoup séparer les deux, mais je pense que ce temps est révolu. Est-ce que, imaginons que tu ferais que les tableaux, est-ce qu'il te manquerait quand même l'entrepreneuriat? Oui. Tu as besoin des deux? Oui, ça me manquerait beaucoup parce que j'ai connu ça à l'époque où je faisais des sites internet. Même si aujourd'hui, ça me permet d'avoir un complément pour pouvoir vivre de ma passion, je suis quand même passionné par faire du contenu, créer de la vidéo ou autre. Et puis oui, ça me manquerait horriblement de ne pas faire d'informatique, parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de développement du coup pour mon blog, pour mes systèmes qui automatisent tout ce qui est pour délivrer mes fichiers, mon mail automation, parce que j'utilise le mail automation, tout infopreneur doit faire ça, c'est obligatoire, pour envoyer des séquences mail ou autres. Et c'est ça le secret aussi. Et toute cette partie informatique, développement, gestion, m'épanouit aussi. C'est très important. Mais du coup, je le fais avec beaucoup de sérieux, hein. C'est vraiment pas l'argent qui me motive, parce que je pense que ça se sentirait de toute façon dans mes vidéos. J'en suis même, des fois, certains vont me détester, mais je freine même la machine pour rester auto-entrepreneur, parce que du coup, j'ai 2 casquettes, je suis auto-entrepreneur et je suis à la Maison des Artistes pour le côté artiste-peintre. Et pour le côté formation, donc je suis auto-entrepreneur. J'ai passé le seuil où je suis avec la TVA maintenant, etc. Mais ayant connu une SARL et tout ça, j'ai plus envie que ce soit si compliqué, donc j'ai envie de rester auto-entrepreneur, donc je freine même la machine parfois pour pas trop vendre de formation. C'est là que c'est hallucinant. Aussi. Ah ouais. Oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que la connaissance, c'est pas l'argent qui la motive, c'est juste de vivre de sa passion. Et je sais que là-dessus, on est pareil. Et donc, nous, tant qu'on a un peu d'argent pour pouvoir vivre et continuer à faire ce qu'on fait, c'est tout, quoi. C'est parfait. On veut pas monter une multinationale. Et voilà, quoi. Quelle a été la réaction de tes proches, de ta famille, de tes proches, quand tu as décidé de te lancer là-dedans, qui, je pense, a dû les surprendre, j'imagine? Pour l'infoprenariat? Pour l'art, l'infoprenariat, tout ça? La peinture, tout le monde, vu que je faisais ça à côté de ma société de l'époque, ça faisait, je pense, sourire les gens. Et puis, j'en parlais pas forcément trop, mais ça faisait sourire, genre, il vendra un tableau de temps en temps. Quand j'ai expliqué que j'étais à peu près à 8 000 € de chiffre d'affaires sur mes tableaux, au bout d'un moment, là, ils commençaient à dire « Ah ouais, quand même, ça a vendu un certain nombre de tableaux ». Je fais « Oui ». Et non, ça a été bien accueilli, mais ça a été amené en douceur et j'étais un peu discret. Donc voilà, l'infoprenariat, j'ai attendu de vendre des infoproduits pour vraiment en parler aux gens. Et je faisais ça
moi, j'étais persuadé que ça allait fonctionner. Quand je voyais comment ça se passait, que j'ai vu un peu comment faisait Olivier Roland, les autres, et que Cindy m'a expliqué certaines choses aussi, je me suis dit mécaniquement, ça peut que fonctionner. Ok, maintenant, il faut envoyer quoi. Donc cette période-là, je me levais à 5 heures le matin avant d'aller bosser. J'écrivais mon petit article où je pouvais faire ma petite vidéo et je partais bosser à 7h30, 8h quoi. Donc ça a été super compliqué, j'en parlais pas forcément aux gens, et quand j'ai sorti mon premier produit, là j'ai commencé à bien en parler. En leur disant, bah voilà, ils pourront rien dire parce que si je vends pas, ok, peut-être que je vais arrêter ou je verrai. Si je vends quelques livres, bah ça donnera du crédit à tout ce que j'ai entrepris, quoi, tout simplement. Mais oui, l'infoprenariat, pour ceux qui sont intéressés, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés à ta chaîne par l'infoprenariat. Il y a encore plein d'opportunités. On vit l'époque parfaite. Le meilleur moment, comme le dirait Olivier Roland, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Il y a encore plein d'opportunités. Certains disent oui, j'aimerais bien lancer un truc sur la photo, mais c'est saturé. Il y en a plein qui font de la photo. Non, vous pouvez apporter votre patte, vous pouvez apporter votre truc, vous pouvez micro-nicher, apporter un besoin pour répondre à des demandes qui n'ont pas été encore traitées. YouTube explose. Il y a de plus en plus d'utilisateurs sur Internet. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, il faut y aller, quoi. Ouais, je suis contente que tu dises ça. Ouais. Il y a ce côté, ouais, mais bon, maintenant, qu'est-ce que j'irais faire là-dedans? Alors que, de toute façon, on a tous tellement des talents uniques et une perspective unique, et on le remarque bien que les gens c'est aussi beaucoup la persévérance, et comme tu dis, ce côté de faire les choses avec amour qui fait que ça a de la valeur et que ça finit par bien fonctionner. Et puis tu verras qu'au bout d'un moment, toi, je sais pas où tu en es sur ta chaîne YouTube, par exemple, mais au début, les gens viennent par rapport à un besoin, une douleur, enfin, ils tapent une requête, ils te trouvent, et après, ils sont là pour toi. C'est-à-dire qu'ils aiment ta personnalité, ils aiment ton caractère, et tu deviens directement une amie, quoi. Il y a un lien d'amitié, il y a un lien très fort qui se crée avec eux. Et les gens, même si au bout d'un moment arrêtent la peinture, moi je sais qu'il y en a qui ont arrêté et qui continuent à venir pour juste m'écouter un peu, prendre des nouvelles et regarder les vidéos. Donc il y a un lien qui se crée, il y a quelque chose aussi très émotionnel. Et c'est pas forcément que du besoin, je vous donne une astuce, je vous donne. C'est pour ça que quand on est une certaine communauté, au bout d'un moment, il faut faire du vlog, il faut partager des choses de son quotidien. C'est très apprécié, quoi. Je glisse beaucoup, excuse-moi, je pars dans tous les sens. Ah non, mais moi ça me va très bien, j'adore ça. je suis toujours comme ça, ouais. Du coup, ça te dit qu'on parle un petit peu? Alors, je sais que moi, il y a une question qui revient beaucoup, parce que avant de faire des interviews, je pose des questions à mon groupe Facebook. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Et il y a beaucoup de questions sur le marketing qui reviennent, parce que ça, c'est le mot. Ils ont tous peur du marketing. Ils se disent, c'est quoi? Non, le marketing, moi, je sais pas, j'ai pas de plan. L'autre jour, j'ai pas de plan marketing. Alors, qu'est-ce que c'est le marketing pour toi, et combien de temps tu y passes chaque jour, et quelles sont les actions marketing que tu ferais si tu devais entrer ça dans une sorte de boîte? Là, si je parle d'infoprenariat, alors, parce que j'ai quand même des techniques très différentes. Si on parle d'infoprenariat, de mon activité de formation. Alors, peut-être les deux. Ouais, peut-être. Alors, ouais, du coup, les deux. Pour mon activité d'artiste peintre, aujourd'hui, j'ai mis quand même le paquet sur mon activité d'infopreneur. Donc, l'activité d'artiste peintre se cantonne à faire des tableaux dans mon atelier, à faire de belles photos, à les mettre sur un site internet. Et après, vu qu'en termes de SEO, de référencement naturel, je suis assez bien positionné, aujourd'hui, je ne fais que ça. Et j'aurai une petite mailing list qui est toute petite, celle-ci, quand j'ai 2-3 nouveaux tableaux. On va dire, voilà. C'est tout. Parce que j'ai beaucoup œuvré avant à ce niveau-là, mais aujourd'hui, je ne fais que ça. Pour l'activité d'infopreneur, la conférence que j'ai donnée, c'est que j'expliquais ça aussi, c'est que la force d'un infopreneur, normalement, c'est de créer du contenu gratuit. Et moi, j'utilise ce contenu gratuit pour justement performer, avoir de la visibilité. Donc, côté YouTube, côté Google, un blog avec du référencement naturel, donc des articles qui sont bien optimisés en termes de référencement, qui répondent à un seul besoin, qui vont générer de la longue traîne, donc avec des bons titres, hiérarchiques, etc. Voilà, j'utilise référencement, c'est un truc que je fais depuis plus de 15 ans, donc c'est un truc que je maîtrise assez bien. Et après, il suffit de faire du contenu, mais du bon contenu qui répond vraiment à un besoin avec des bons mots-clés, etc. Chaque semaine, le but, c'est de faire un article, même si aujourd'hui, je fais surtout des vidéos, et de faire aussi une vidéo. Ma stratégie sur YouTube, c'est pareil, c'est de créer une longue traîne et de la visibilité par rapport à mes vidéos. Et voilà, essayer de voir ce qui performe le mieux. Et après, j'ai toute la couche mail automation et mailing. Le mail automation, aujourd'hui, c'est absolument indispensable, et la plupart des infopreneurs fonctionnent comme ça. Il faut, vous connaissez tout ça, un bonus, un cadeau qu'il faut donner en l'échange d'un mail.
C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans toutes tes vidéos, dans tous tes articles de blog en expliquant, moi c'est mon guide du matériel, j'explique, téléchargez mon guide du matériel pour la peinture acrylique et la peinture abstraite. Je sais que beaucoup vont vouloir ce guide, ils vont donner leur adresse email automatiquement, bon, ça les met dans une liste. Je suis du coup chez Selling Blue, dessus j'ai mes différentes listes et automatiquement ça déclenche un scénario de mail, un premier mail J1, J+2, J+3 avec du contenu gratuit et de temps en temps ça propose des cours payants. Tout simplement. Alors voilà, ça c'est la stratégie en automatisation, en automation. Et après, sinon, je lance de temps en temps un nouveau cours, là avec un lancement orchestré et une promotion pendant une semaine. C'est à peu près tout ce que je fais. Mais sinon, je ne parle même pas de mes cours dans mes vidéos. C'est l'erreur que font beaucoup. Il ne faut même pas parler de payant, il faut surtout parler du bonus gratuit. Parce que le but, c'est d'attraper quelqu'un, de le mettre dans la liste et après lui balancer du contenu. Je ne dis pas que je vais lui balancer que des choses, je vais que lui balancer de la publicité. 90% de mes mails, c'est justement ma vidéo de la semaine, mon nouvel article, c'est des tutos, des trucs que j'ai fait avant, etc. Du coup, ça les met en confiance, ça leur donne de la valeur. Et au bout d'un moment, ils sont prêts, une bonne partie sont prêts à acheter mes cours payants, qui sont les cours vidéo, ou mon livre Se lancer à la peinture abstraite. Voilà. C'est à peu près tout. Après, ah oui, un peu sur les réseaux sociaux, mais là, c'est plus parce que j'ai une page Facebook depuis longtemps qui doit avoir 5000 abonnés, mais qui ne sert plus à grand-chose. Facebook, honnêtement, avec le reach qu'il y a aujourd'hui, ça ne sert à pas grand-chose. Et par contre, Instagram fonctionne très bien. Et pour les artistes, je recommande beaucoup parce que c'est basé sur le visuel. Donc, il est possible d'avoir une croissance assez forte. Et donc, je fais pas mal d'Instagram maintenant, bien une diffusion tous les jours ou tous les 2 jours. Et je communique soit sur mes tableaux, soit sur mes cours. C'est le seul endroit où il y a un tronc commun entre mes 2 activités, en fait. Ah, ok, super intéressant. J'aime bien la façon dont chaque réseau, tu peux l'utiliser différemment. Et au final, cette histoire de marketing, ça revient parce que ce que tu disais avant sur la vente, c'est que si tu sais ce que tu fais, ça a de la valeur et que tu le fais dans tes valeurs, il n'y a aucun problème à en parler, en fait. On ne prend pas l'argent de quelqu'un, on échange quelque chose. C'est-à-dire qu'on échange un savoir, on échange une compétence, on échange... C'est ce que j'explique dans toutes mes vidéos sur mes pages de vente. Moi, c'est ce qu'explique Olivier Roland, on est toujours l'expert d'un autre. Donc en fait, on a souvent peur de ne pas avoir la légitimité de parler de certaines choses ou de vendre des choses. On dit, mais je suis qui pour parler de ça? C'est juste que moi, on va dire, si j'ai 7 ans de peinture, je dis n'importe quoi. Si j'ai 7 ans de peinture, par exemple, je serai l'expert de celui qui commence aujourd'hui, tout simplement. Donc, je peux lui faire économiser peut-être pas 7 ans, mais quand même du temps. Et c'est tout ce que je vais mettre dans mes contenus. Je vais essayer de lui faire gagner du temps. Donc après, si je monnaie ça, s'il n'y a personne, et OK, pour me donner 37 ou 47 euros pour un cours vidéo ou pour un livre, il n'y a pas de souci, c'est pas exagéré. Et d'ailleurs, j'ai fait ce que font la plupart dans Olivier Roland, c'est que je rembourse. Si quelqu'un n'est pas OK, n'est pas d'accord, veut le remboursement, je le rembourse sans lui demander la moindre raison. Il suffit qu'il me contacte, je le rembourse. Et du coup, ça montre que j'ai confiance en ce que je fais. Et j'ai jamais eu, sur des centaines et des centaines de ventes d'infoproduits, j'ai dû avoir 4 remboursements, quoi. Donc, c'est là qu'on comprend que les prix sont raccords et que ça fonctionne bien. Et après, certains, dans comment devenir riche, etc., te font des formations à 1997 euros, tu sais, les trucs qui valent rien, et après ils disparaissent 6 mois après, mais ils mettent plein d'argent de côté. Ouais, effectivement, il y en a qui entachent ce système-là, mais bon. Après, du moment où on est droit dans ces bottes et qu'on a confiance en la valeur qu'on met dans nos infoproduits, ça fait dédramatiser la chose, quoi. Moi, c'est ça qui m'a aidé. Que les gens étaient prêts à payer ce prix-là en disant, bah oui, j'ai beaucoup appris, ça fonctionne bien, merci. Voilà. On rend service aux gens. Et après, voilà, on ne peut pas toujours tout donner gratuitement. Le but, c'est d'essayer de pouvoir vivre de ce qu'on fait pour continuer à donner, finalement. Exactement, c'est comme ça qu'on apporte le plus de valeur dans le monde. Ouais. On se torture dans un job qu'on n'aime pas alors qu'on pourrait vivre. Mais c'est ça. C'est ça. Du coup, quel est ton processus créatif? C'est un peu la question, mais... Donc, pour mes tableaux... Moi, j'ai développé un certain style de peinture. Aujourd'hui, je développe des schémas mentaux, des choses qui font que ça se fait automatiquement. Je n'ai pas forcément de process. Je sais que je vais prendre une toile. Généralement, j'ai quand même l'idée en tête de ce que je vais peindre. Mais voilà, j'ai
différents chemins qui me permettent de glisser vers autre chose si ça fonctionne pas. Et à force d'avoir pratiqué, d'avoir fait des centaines et des centaines de tableaux, je sais où je vais. Mais je me jette pas comme certains potes qui font de l'abstrait en disant bon, aujourd'hui il faut faire 2 tableaux, allez je balance un peu de couleur, j'en fais 2. Non, surtout pas. Et, en fait, dès que je me balade dehors, j'ai toujours mon téléphone sur moi et on se rend compte que l'inspiration, enfin en tout cas dans mon cas, elle arrive toujours à des moments improbables, c'est-à-dire à des moments où je la cherche pas. Donc quand je me balade, quand je viens de finir mon café, je vois une tâche au fond de mon café, je dis tiens, ça c'est sympa, ça peut être dehors, ça peut être dans ma douche, ça peut être n'importe où. Et du coup, il faut tout noter. Il faut toujours avoir quelque chose dans la poche pour pouvoir noter ses idées. Et comme ça, des fois, je ressors mes idées. Ça peut être des idées de couleurs, de formes, de composition, et je les exploite d'une façon ou d'une autre. Et en fonction aussi de mes humeurs, il faut beaucoup écouter ses humeurs quand on est créatif, parce qu'on est souvent, comment dire, on est souvent à fleur de peau, on est souvent, comment on pourrait dire ça, on est souvent un peu fragile quand, quand on est créatif, et du coup les humeurs impactent beaucoup ce qu'on fait. Donc moi je refuse de peindre quand je suis pas bien. Certains le font, s'en servent, mais moi j'attends d'être très bien pour pouvoir peindre. Et si j'ai la niaque, des fois si j'ai pendant une période je suis pas bien, je vois du noir, je vais m'interdire de peindre. Pour certains ça va être thérapeutique, moi c'est le contraire, il faut que j'aille bien pour peindre parce que je sais que ça va se sentir dans ma peinture, et voilà. C'est dur de traduire un process créatif, mais bon, sinon après voilà, je prends mes tableaux, je peins mes tableaux, je mets mes couches de vernis, etc. J'essaie de faire de belles photos et puis après ça se passe informatiquement. Je monte ça sur mon ordinateur, sur ma boutique en ligne, et puis j'essaie de communiquer, réseaux sociaux, newsletters. Et Voilà. au moment où tu peins, qu'est-ce qui se passe pour toi? Au moment même. Bah, c'est comme pour la plupart des gens. Quand on fait quelque chose de créatif et qu'on est absorbé, tout s'arrête. On est dans une bulle créative, ça c'est... Et comment on sait que ça fonctionne? C'est que il faut essayer de... Ça, c'est un jeu intéressant à faire. Je faisais quand je faisais de la musique ou quand je peins. Si j'arrête un tableau ou si je finissais un morceau de guitare, une session sans savoir quelle heure il était, combien de temps j'avais passé sur ce que j'avais fait, c'est que c'était bon signe, c'est que j'étais dans ma bulle. Et des fois, je peux faire un tableau, je suis incapable de dire si j'ai passé une demi-heure ou 2 heures et demie, par exemple. Et là, c'est hallucinant quand c'est comme ça, parce qu'on se dit, certains me disent, t'exagères. Je fais non, vraiment, vraiment. Je m'enferme dans un truc et on n'est plus là, quoi. On est vraiment dans un état second et du coup, bah, on perd la notion du temps. Et c'est super intéressant et c'est là qu'on fait les meilleures choses. Ah, j'adore ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. Cet état de flow, enfin, ce qu'ils appellent le flow, quoi. Tu n'as plus de notion du temps, tu es juste Ouais. là où tu es, puis tu t'attends. Moi, ce que j'appelle aussi une sorte de. Bon, c'est un peu exagéré, mais une gueule de bois un petit peu, enfin, dans le sens où tu peux pas savoir exactement, tu pourrais pas dire là, je fais ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi dans d'autres domaines de ton activité hors la peinture, tu vois, quand tu fais une vidéo, ce genre de choses, ou beaucoup moins quand même? Quand je fais une vidéo, ouais, si, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil parce que bah, après, souvent j'ai quand même un plan, j'ai des notes, je sais où je vais quand je fais une vidéo. Mais la perte de notion du temps, c'est pas aussi fort. C'est pas aussi fort parce que les notes et tout ça, c'est quand même très structurant. Donc on sait combien de temps on a passé sur quelque chose. Mais si, par contre, quand je filme un cours de peinture, ouais, mais après, oui, c'est bête ce que je veux dire. Je veux dire, quand je filme un cours de peinture, parce que les cours de peinture, je fais un tableau, je filme tout, j'explique tout. Et là, j'y passe des journées et des journées. Et vu que je suis en train de peindre, je perds la notion du temps. Et du coup, c'est parce que je suis en train de peindre. Mais sur une vidéo, ouais, ça me le fait un peu aussi, ouais. Mmh. C'est tellement génial parce que c'est ça que j'adore avec ce chemin de créateur, c'est qu'on passe quand même pas tout le temps, mais beaucoup de temps de notre vie dans cet état. Et beaucoup d'études ont montré que c'est corrélatif au bonheur. Donc c'est absolument incroyable. Et ce que moi je dis souvent, c'est que cet état demande pas mal de discipline. Et du coup, toi, tu as l'air d'être quelqu'un d'assez discipliné, c'est-à-dire que chaque jour, tu fais beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ont du mal avec enfin, surtout des personnes créatives qui ont du mal avec la discipline? Ce mot discipline. Bah, c'est compliqué parce que moi, vu que j'avais une agence de création de site internet, je me devais d'être discipliné et j'étais même trop à fond à essayer de tout vouloir faire, tout surveiller. Il faut faire ci, ça, on surveillait la moindre minute de création sur des logiciels, il fallait passer 10 minutes sur un client, 30 sur un autre, etc. Il fallait tout suivre, facturer. Et du coup, j'ai gardé un peu ça, c'est-à-dire que je me levais très tôt le matin et je revenais le soir. Et là, c'est pareil, maintenant que je fais que ça, je continue à venir à 8 heures le matin, parfois un peu plus tard, et je repars le soir à des heures bureau un peu, c'est pareil.
Et je suis même trop structuré. Des fois, je me dis, ça sert à rien. Là, je suis en train de brasser du vent. J'ai pas besoin de passer des heures et des heures à faire ci, à faire ça, à faire ça. Alors, par contre, sur le côté créatif, oui, il faut quand même pas se forcer à peindre, à faire des choses. Moi, si je me force, ça fonctionnera pas. Donc, il faut essayer de s'organiser pour que dès que l'envie est là, dès que les idées sont là, arriver à s'organiser en prenant des notes ou autres pour pouvoir passer à l'action et peindre. Mais c'est dur, si pendant un mois on n'a pas envie de peindre ou de faire quoi que ce soit à ce niveau-là et qu'on est artiste peintre, c'est qu'on s'est peut-être trompé de carrière aussi, quoi. Puis après, bah, sinon, non, il faut juste des fois se mettre un bon coup de pied là où tu sais et puis se dire aux gens, bon, bah, maintenant t'avances, quoi. Tu y vas, tu vas en vivre, donc il faut être régulier. L'infoprenariat, c'est pareil. Parce qu'au début, c'est tellement frustrant qu'il faut envoyer. Là, je vois, j'ai quelques amis que j'essaye de pousser, qui veulent se rendre dans cette voie, mais je vois que des fois, ils lâchent un peu, etc. Et je leur dis non, c'est pas au début qu'il faut lâcher, quoi. Il faut un rituel, il faut un article, une vidéo par semaine minimum, et il faut continuer, apporter de la valeur. Il faut se structurer, sinon ça fonctionnera pas, c'est sûr. C'est ça. Moi, j'ai la certitude que si on persévère, c'est impossible que ça ne marche pas. Mais il y a peu de gens qui ont ce côté persévérance, alors qu'au final. On donne tellement de choses personnelles, on donne tellement dans ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, qu'il y a forcément quelques oreilles attentives, des gens qui vont se connecter à ce qu'on fait. Certains vont pas adhérer. Moi, je fais de l'abstrait. Il y en a qui détestent ce que je fais et je m'en prends plein là, voilà. Et d'autres qui n'aiment pas aussi ce que je dis dans mes vidéos. Bon, ça, il faut apprendre aussi avec l'écosystème YouTube à comprendre le concept des haters et à les gérer. C'est normal. Mais qu'est-ce que je voulais dire Mais outre ça, oui, il y a toujours des gens pour aimer ce qu'on fait. Il faut juste continuer régulièrement à faire ce qu'on fait pour pouvoir toucher les gens. Après, dès que les gens nous entendent mécaniquement avec le temps, certains vont adhérer et vont suivre. Je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est sûr. Tu dis que tu es quelqu'un d'assez anxieux. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour gérer cette anxiété ? Bah justement, en peignant, en essayant de faire un maximum de choses pour pas penser à des choses. L'anxiété, c'est en fait des peurs irrationnelles. C'est que c'est ça le pire, c'est quand tu en as conscience. Moi, ça va souvent avec le tempérament, justement, quelqu'un qui est timide, qui est un peu fragile, qui va être anxieux. L'anxiété, finalement, c'est bête, hein, c'est juste avoir peur de choses qui ne devraient pas nous faire peur, finalement, des choses anodines, comme des choses du quotidien, le fait d'aller dans la rue, de croiser des gens, le fait d'aller à une soirée parce qu'on va voir telle personne, mon Dieu, le fait de si demain je perds mon boulot, la maladie, etc. Donc on a plein de peurs irrationnelles qui font qu'on se pourrit la vie. Et le mieux, c'est d'essayer d'échapper à déjà, de se dire, bon, là je suis en train de me dire n'importe quoi, donc stop. Et le pire, c'est que des fois on a inconscience, mais on n'arrive pas à arrêter ce process-là. Donc le mieux, c'est de se vider la tête et de faire d'autres choses, et de s'éclater, de faire la fête, de peindre, d'essayer de faire un maximum de choses pour justement aller contre cette anxiété-là. Et après, moi, c'est les challenges aussi. Le fait d'aller donner une conférence, de faire plein de choses, ça me fait dramatiser plein de choses. C'est toujours comme ça, c'est en expérimentant et en pratiquant les choses dans la vie que finalement on se dit c'était peut-être beaucoup plus simple que ce que je pensais. Et là, du coup, le curseur descend et puis d'un point de vue plus global sur notre propre comportement, on s'adapte beaucoup plus facilement aux choses du quotidien, quoi. Enfin, voilà. J'adore ce que tu dis, c'est ça. C'est ces moments où tu te dépasses et où tu réalises que tout ce film que tu te faisais sur faire une vidéo YouTube, faire une conférence, en fait, on n'est pas mort, quoi. Ça va faire la première exposition. Et au contraire, on veut recommencer. Là, le pire, on se découvre. L'introverti peut devenir extraverti, c'est un truc de fou. Moi, tu me mets dans les discussions, des fois, je veux pas aller à une soirée, on commence à parler d'un sujet passionnant. Là, je saoule les gens avec. Je vais parler. Et c'est pareil, la conférence, je suis descendu de scène, je voulais remonter, quoi. Je me dis, bon, c'est quand la prochaine ? C'est génial. Je souhaite à tout le monde, franchement, faites-le. Oh, je suis trop contente que tu dises ça. Oui. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est l'histoire d'exposition. Est-ce que tu as fait plusieurs expositions et ça, c'est carrément... Enfin, je sais pas, moi, en tant qu'introvertie, les histoires de groupes de personnes et tout, c'est pas simple toujours. Comment est-ce que tu abordes les expositions ? Est-ce que tu te souviens de ta première exposition ? Puis le côté, est-ce que tu avais peur du côté un petit peu, il y a des humains qui vont être là et tout. Je pense qu'on a tous cette peur au début. Et une première expo, c'est tout un lot de peurs irrationnelles, hein, comme pour les angoisses finalement.
Je suis qui pour exposer, je fais de l'abstrait, les gens vont pas aimer. En fait, plus l'échéance arrive, plus tu te rapproches de la date d'exposition, plus tu détestes ton travail. Ça, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Ah ouais, vraiment, vraiment. Et plus tu te dis, ouais, il faut que j'en fasse des nouveaux, donc tu essaies de faire un nouveau tableau, tu te fous dans la panade parce que t'as pas le temps, tu pourras pas vernir, etc. Et du coup, tu as peur de tout, et tu exposes, et limite, tu as envie d'aller te cacher, quoi. Une fois que tu as mis tes tableaux. Certains le font, ils mettent leur tableau et puis ils se mettent un peu en retrait et demandent à leurs amis, alors lui, il a dit quoi, lui, etc. Alors moi, j'ai passé ce cap, j'ai fait quelques expos quand même, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai compris dès la première expo qu'en fait, il y avait beaucoup plus de bienveillance que ce que je pouvais penser. Même si je fais de l'abstrait, même si quelqu'un aime pas, je vois tout de suite quand quelqu'un aime pas. Il va regarder ça d'un œil un peu bizarre, puis il va tracer son chemin, c'est tout. Personne va venir jeter sur ma toile en me montrant du doigt en disant mais c'est n'importe quoi, tu es un escroc. Non. Ça peut arriver si on tombe sur vraiment un gros abruti, mais sinon les gens ne le feront pas. Et là, dans 99% du cas, c'est de la bienveillance, c'est des gens le fameux effet waouh, ce qu'on appelle l'effet waouh, ils vont arriver, et certains c'est waouh machin, et là quand c'est comme ça, ben, on va parler avec la personne et et on échange sur sa passion. C'est des super expériences les expos. Je recommande à tout le monde, même si j'en fais pratiquement plus du coup, ce qui est dommage, mais bon, super expérience. Mmh. Ouais, j'ai une amie qui est entrepreneuse introvertie aussi, elle fait son propre chocolat. Et elle est très introvertie. Elle me disait que pour elle, bon, elle aborde ce chocolat avec beaucoup de création artistique et elle disait que c'était vraiment un prétexte pour faire des rencontres aussi. Qu'à travers ça, elle faisait des rencontres avec d'autres personnes qui faisaient des choses similaires ou des artisans et que c'est quelque chose qui était une sorte d'expression d'elle-même qui lui permettait en tant qu'introvertie de connecter avec le monde. Est-ce que ça te parle, ça? Bah, complètement, et c'est ma grosse frustration aujourd'hui, le fait de ne plus faire d'exposition, pratiquement plus. Donc, paradoxalement, je vais toucher, comme je disais, des dizaines de milliers de personnes sur Internet qui m'envoient des messages, qui m'envoient des commentaires, etc. Mais voilà, paradoxalement, je vois pas ce qui se passe, je vois pas leur réaction, je vois pas leur visage, je n'échange pas avec eux. Ça va que dans un sens, c'est compliqué. Alors qu'en expo, effectivement, tu vois tout de suite quand tu te connectes avec quelqu'un, c'est super riche comme moment. Et ça m'étonne pas ce que tu dis à travers le chocolat. Enfin, moi, je trouve que c'est complètement artistique. Hein. Il y a, certains font des choses mais magnifiques. Euh, et, et je comprends qu'il y ait ce besoin justement de faire déguster, de montrer, d'avoir un retour sur le chocolat, la forme, le goût, le côté créatif et tout. Mais ouais, je comprends tout à fait. Mmh. Ouais, c'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé sur Internet, j'étais beaucoup dans donner des conseils sur la confiance en soi pour les introvertis. Ouais. Au final, pour moi, le plus grand conseil, celui qui m'a le plus aidé, c'est commencer à m'exprimer créativement. C'est ça qui m'a le plus fait sortir de ma coquille et m'a fait faire des choses. Et donc, des fois, j'ai envie juste de dire, mais soyez créatifs, que ça, ça va débloquer pas mal d'autres choses. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça te dit qu'on parle un petit peu de ton nouveau projet, qui, je pense, est très révélateur de ta passion pour l'entrepreneuriat. C'est le LabTube, c'est ça? Ouais. Alors déjà, je suis curieux de savoir comment tu l'as découvert, parce que tu m'as dit que tu l'as découvert récemment. Ouais, alors, est-ce que c'était à travers la vidéo? Tu en as parlé dans la vidéo d'Olivier Roland? Parce que tu as fait un témoignage vidéo pour Olivier Roland, non? Oui. Peut-être on a parlé là, je suis pas sûre. En fait, il avait fait, d'accord, ça doit être ça. Olivier Roland avait fait un appel, vidéo pour tous ceux qui ont acheté son livre et qui étaient dans sa liste. Son livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et donc j'ai témoigné et puis il m'envoie un message, enfin son équipe m'envoie un message en disant ouais, t'as été sélectionné, tu seras dans les vidéos qui vont être diffusées sur la chaîne. Je suis waouh, trop bien. Et donc ouais, je sais pas si j'en ai parlé là ou si je l'ai dit dans les commentaires, mais ça va être un truc du genre, ouais. C'est vrai que j'en ai pas encore trop parlé de ce projet et c'est encore tout frais. Il y a quelques vidéos, il commence à avoir pas mal de vidéos, mais tu vois, 300 abonnés. Là, je suis en plein dans la traversée du désert, comme je te le disais tout à l'heure. Et mais je lâche rien, quoi. C'est en fait, j'ai envie de partager. Je sais pas si c'était ta question, je vais peut-être parler un peu de la chaîne rapidement. Ouais, vas-y. Je voulais faire un retour d'expérience. Je suis pas le premier à le faire. Hein. Il y en a plein qui font ça, mais c'est un retour d'expérience sur. Je trouve ça intéressant sur ce que j'ai appris avec ma chaîne principale. C'est-à-dire qu'après 3 ans de gestion de ma chaîne YouTube, j'ai appris des choses, je sais ce qu'il faut faire parfois et surtout ne pas faire. Et donc, je partage tous mes petits conseils comme ça pour essayer de gérer votre chaîne. Voilà, puis je parle un peu aussi de matériel, je parle de plein de petites choses. Ouais, je me cherchais encore beaucoup sur ce projet-là.
Mais j'avais besoin, j'avais un peu de temps aussi pour faire ça et j'avais besoin de retomber sur une chaîne qui parle un peu voilà, de matériel, de vidéos, de technique, de SEO. Voilà. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que j'appelle l'amant secret. C'est-à-dire, c'est en tant que créatif, des fois, c'est d'avoir, on a cette sensation, cette envie de commencer des projets qui sont en dehors de notre activité principale pour faire revivre notre créativité d'une autre façon. Il y a moins de pression dessus au début parce que c'est encore assez Oui, jeune. oui, tu as peut-être raison. Ouais. Et puis effectivement, il y a une forme de créativité aussi, et puis ça permet de prendre du recul sur mon activité principale d'artiste peintre et sur tout ça. C'est même pas dans une volonté de vouloir sécuriser financièrement mes activités ou quoi, parce que pour l'instant, il n'y a aucun business model, même si un jour, peut-être que je ferai une formation comme je le fais sur cette chaîne-là pour le LabTube, mais pour l'instant, c'est absolument pas dans les projets, et c'est juste que j'avais envie voilà, de lancer une autre chaîne, un autre projet. Mais oui, je pense que tu as raison, c'est le fait de vouloir euh, prendre un peu de recul et faire quelque chose d'un peu différent. Ouais. Hmm. Quelles ont été tes plus grandes fiertés dans ton parcours artiste et dans ton parcours entrepreneur? Des moments où ouais, tu t'as senti que tu passais un palier, puis tu t'en souviendrais toujours, puis tu célébrais. Dans mon ancienne société, ça a été très rare parce que du coup, on a vraiment galéré. Hein. Pendant 10 ans, on a vraiment galéré. On s'accrochait à des choses. Il n'y avait plus aucune passion. Donc, quand on avait certains clients, des fois des grands comptes ou autres, on était super contents, mais ça restait des chiffres, quoi. Après, mon activité d'artiste peintre, c'est c'est bête, mais la vente du premier tableau, quand j'ai commencé à intéresser à vendre au Canada ou dans d'autres pays, bah symboliquement, c'est marrant, on se dit, ah bah tiens, quand même, j'envoie un tableau au Canada, quoi. Euh, Après, j'ai jamais eu de récompense ou quoi que ce soit pour mon activité d'artiste peintre, donc j'ai pas eu de grands moments. Ma chaîne YouTube, c'est juste un flot continuel de gens qui m'envoient plein d'amour, plein de messages qui sont adorables et du coup c'est régulier, c'est tout le temps du bonheur. Après il y a pas eu un moment où il y a un cap stratégique, peut-être après c'est données chiffrées mais c'est pas pertinent. Quand j'ai eu 10 000 abonnés, je me dis putain on est quand même 10 000 là, ça met une petite claque quoi. Et un truc qui est bête, tu vois, qui est absurde, ce que je vais dire. Mais tu vois, j'ai jamais eu de récompense dans ma vie, de trophées, de trucs. Et je sais que si un jour j'arrive aux 100 000 abonnés YouTube, tu vois, j'aurai le petit trophée et ça me fera quelque chose quand même parce que je me dirai, ah ben, j'ai quand même réussi quelque chose, quoi. Je fais pas ça pour rien. C'est bête, hein, c'est bête, c'est des petits caps, mais c'est juste que j'ai jamais eu de récompense au truc dans ma vie, en fait. J'ai de coupes, de médailles, de trucs, je faisais pas de sport, donc voilà. Mais après, des moments forts, il y en a tellement que, ouais, difficile. Il s'est passé tellement de choses là, depuis que je suis infopreneur que ça bouge beaucoup, quoi. Ouais, Euh, c'est j'ai- différent. c'est un truc de fou. Au bout d'un moment, tu commences à te faire démarcher par des marques. Maintenant, je suis ambassadeur pour Taylor René, pour Canson. Ils me donnent du matériel. Après, tu vas voir que tu as de plus en plus t'as des marques qui veulent faire des placements de produits ou autres. Ça, je refuse la plupart du temps. Des fois, t'en as, ils veulent essayer de te faire vendre des caméras ou des trucs sur ta chaîne de peinture. Tu te dis, mais ça va intéresser personne, quoi. Et tu verras que plus tu as de popularité, et plus effectivement, tu attires des annonceurs, tout ça. Enfin, j'ai complètement glissé là, désolé. Ah non, mais c'est trop intéressant. C'est parce que c'est tellement le vrai de ce qui se passe quand on se lance sur Internet, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que toute personne vraiment décidée peut, sur le long terme, vivre de sa créativité et de son art? Moi, comme j'explique, parce que c'est ce qu'on me demande pratiquement tous les jours. En ce moment, j'ai un mail par jour sur ce sujet-là et je l'ai eu encore dans mon live d'hier. C'est est-ce que je peux vivre de mon activité de tableau, etc. Moi, je leur explique que j'ai investi énormément d'énergie dans la création de mes tableaux et dans la communication qui allait autour de ça à l'époque, et que malgré ça, ça me permettait d'assurer juste même pas un SMIC. Enfin, c'était très compliqué et une activité vraiment en dents de scie. Donc très 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 compliqué. Et la plupart des artistes peintres, justement, ont une activité complémentaire. Une activité complémentaire, c'est de la formation, mais en ligne. C'est l'infoprenariat. Donc du moment où on combine, ça aurait pu être un travail alimentaire ou quelque chose que j'aurais pu faire à côté, habitant, voilà. Du moment où on combine plusieurs choses, je pense qu'on peut vivre, on peut en vivre. Mais vivre que de son activité créative, c'est peut-être possible sur le long terme, mais je ne sais pas si c'est accessible à tout le monde. Ou en tout cas, ça peut prendre beaucoup, vraiment beaucoup de temps. Parce qu'il n'y a jamais autant d'artistes et du coup, c'est dur. C'est très compliqué, quoi. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, je trouve, parce qu'au contraire, j'ai l'impression que l'époque est un peu révolue où il fallait être que artiste
ou que entrepreneur et que du coup, au contraire, ça permet de découvrir d'autres parties de soi-même. Bah, typiquement, l'infoprenariat, peut-être que tu n'avais pas pensé au tout début tu n'avais jamais pensé faire ça. Puis après, quand tu as découvert que c'était possible, ça a révélé cette partie de toi. Et au contraire, je pense que ça peut être plutôt bénéfique. Je sais pas ce que tu C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, du coup, c'était deux choses quand même très différentes, ces deux activités. Ça permet de rester épanoui, puis c'est tout à fait compatible. Comme tu disais tout à l'heure, on peut quand même croiser. Moi, pour moi, il est absolument inenvisageable de vendre un tableau à quelqu'un qui est sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube parce que son but, c'est d'apprendre la peinture. Donc, il veut faire lui-même ses tableaux, il ne veut pas m'en acheter. Et malgré ça, vu que la communauté est assez nombreuse, bah, au bout d'un moment, il arrive, certains m'achètent quand même des tableaux. Là, c'est plus de volume. Donc, tout est possible, quoi. Tu vois, vraiment, tout est possible. Après, il faut essayer, il faut pas être impatient. Il faut y croire, il faut avoir la passion et mettre tout en œuvre, tout ce qui est possible pour avancer, c'est tout. Ouais, On dit depuis le début de cette vidéo, en fait. ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce chemin, c'est qu'on ne sépare plus toutes les parties de nous-mêmes aussi. Enfin, dans le sens où on est créateur avant tout. Et ça, je trouve très puissant. Et j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers ce type de monde. Mais Même en tant qu'infopreneur, on crée du contenu et moi, c'est ça que j'adore. C'est de savoir qu'un article que j'ai écrit l'année dernière, une vidéo que j'ai fait l'année dernière va continuer à être utilisé par des gens. Il n'y a pas de gaspillage. Et on n'est pas, oui, dans un travail alimentaire où effectivement on va travailler à la chaîne pour mettre toujours la même pièce ou autre. Ce qui frustre, ce qui est horrible sur une vie. La vie, elle est courte. Enfin voilà, faut vraiment qu'on se donne tous les moyens pour essayer de vivre nos rêves, quoi. C'est ça, et pas rêver notre vie comme on dit à chaque fois. Il faut y aller, il faut y aller. Il y a plein de solutions et je pense que du moment où on est passionné, il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas appris la peinture. Voilà quoi, je fais juste un retour d'expérience sur mon truc, sur ma façon de faire. Et je pense que je suis loin de faire vraiment tout le temps de la bonne façon. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des gens qui me font confiance. Et voilà, donc on a tous quelque chose à apporter. C'est certain. Ah, ouais, j'adore ce que tu as dit. Mais ça, c'est très fort aussi dans ton histoire, c'est que tu es autodidacte. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait, autodidacte? Comment est-ce que ça veut dire que tu as découvert beaucoup de choses par toi-même? Ouais, qu'est-ce que c'est être autodidacte? Autodidacte, c'est ça, c'est le fait de se découvrir tout seul, je pense, par justement l'expérimentation, l'erreur, la pratique. La pratique sans forcément savoir comment utiliser un pinceau, combien d'eau il faut mettre dans son acrylique, etc., etc. Je pense que l'autodidacte, c'est ça, il s'écoute lui-même, il se laisse guider par ses intuitions et il apprend tout seul. Après, bien sûr, Internet m'a quand même aidé pour apprendre. Je suis allé chercher quelques petites choses, mais j'ai jamais aimé. Et c'est pour ça qu'à l'école, j'avais du mal dans mes études. Suivre un process structurant en disant la vie c'est A plus B plus C, faut faire ci, ça, ça. C'est frustrant quoi. Je pense qu'il y a plein de façons de faire et les autodidactes l'ont bien compris. C'est une bonne méthode aujourd'hui. On peut découvrir plein de choses de cette façon-là. Ouais. Bah, d'ailleurs, ces personnes qui vont très loin sont souvent hyper autodidactes parce que quand on est dans ce chemin, on est en train d'apprendre, quoi. Moi, ça m'étonne encore quand on me pose la question, t'as fait quel diplôme en termes de développement personnel, de créativité? Je suis là, non, mais comment ça, diplôme? De quoi me parles-tu? Mais c'est souvent comme ça et ceux qui s'attardent à ça, moi c'est il y a certains qui me demandent, je suis intéressé par votre tableau, mais est-ce que vous avez fait les beaux-arts? Quelqu'un qui me pose cette question, je sais qu'il ne va pas m'acheter le tableau. Parce que je vais lui dire non, il va se dire, ah bah non, machin, il n'a pas fait les beaux-arts, c'est pas intéressant. Parce que sur un CV artistique, ça peut te changer ta cote. C'est tellement des conneries, tout ça. Ça peut changer ta notoriété, ta cote, le prix de tes œuvres, le fait d'avoir fait telle exposition à tel endroit, le fait d'avoir fait une école d'art. Et j'en connais tellement qui ont fait les beaux-arts et qui aujourd'hui font un autre métier qu'un métier artistique parce qu'ils n'ont pas réussi. Donc ça veut rien dire. C'est pas un pas vers une activité artistique, ça garantit rien du tout. Ça aide, c'est certain, ça permet d'apprendre l'histoire de l'art, d'apprendre comment utiliser le matériel, de s'écouter un peu, mais c'est pas forcément obligatoire comme cursus, quoi. On peut très bien se débrouiller soi-même. C'est peut-être plus long, effectivement, mais bon. Ouais. Et cette légitimité dont tout le monde parle tout le temps, vient, je pense que ça vient beaucoup de simplement d'avoir eu cette expérience, quoi. C'est ça.
Moi, après, j'ai compris aujourd'hui comment rassurer les gens, hein. C'est bête, mais quelqu'un qui me dit: «Ah, vous n'avez pas fait les beaux-arts». Oh, tu fais: «Bon, bah voilà, j'ai peut-être fait 500 tableaux, j'en ai vendu 400. Euh, je fais ça telle année, et j'en ai vendu dans tel pays, machin». Je fais donc c'est que ça en intéresse quand même certains. Je cherche pas à, je cherche juste à faire mon truc en fait. Je cherche juste à faire mon truc. Après, bien sûr, je respecte l'utilisation du matériel pour pas faire tout n'importe quoi, pour être sûr que le tableau puisse bien vieillir, qu'il soit bien verni, etc. Mais sinon, je m'écoute, je fais mon truc. Je cherche juste une émotion au moment où je crée mon tableau, parce que je sais très bien que si ça me fait vibrer, ça fera très bien. Je me connecterai très bien avec quelqu'un qui ça fera vibrer de la même façon en fait. Beaucoup, J'adore. beaucoup est vibration. C'est pour ça que j'utilise souvent ce terme-là. Beaucoup de choses, tout est vibration en fait dans la vie. Les émotions, les choses, et tu peux très bien dans une œuvre, c'est pour ça qu'on dit parfois que les couleurs dans une œuvre, elles vibrent, elles sont bien utilisées, c'est parce que tu peux créer des choses par du visuel, quoi. Ah, voilà, on va pas partir dans des trucs bizarres, mais Non, j'adore ce que tu as dit, tout est vibration. Et j'y crois fortement à ça. trop bien. Tu veux pas juste nous dire un petit peu plus dessus? Non, ça m'intéresse beaucoup ces sujets de vibration, d'énergie. De quelle façon tu... Non, bah après, c'est juste que j'ai entendu ça un jour et du coup, ça m'a beaucoup perturbé. Et qu'en fait, tu regardes juste la meilleure façon de voir ce qui est une vibration, c'est de voir un spectre audio, de comprendre comment fonctionne le son. Quand le son il part dans une enceinte, la membrane va vibrer et là, on a de la vibration pure. Cette vibration, elle va transiter et puis elle va arriver à nos oreilles, etc. Et c'est comme ça qu'on la reçoit. Et en fait, on se rend compte que toutes les émotions sont censées être vibrations parce que une couleur peut te faire vibrer, une émotion, c'est une vibration finalement. Donc si quelque chose qui est rouge que tu regardes te fait quelque chose à toi, c'est parce que tu t'es connecté à ce truc-là et que tu vibres. Là, tu vibres. Et je pense que c'est ça quand quelqu'un pleure devant un film ou qui est quelqu'un qui est triste, et ben, c'est quelqu'un qui a été touché parce qu'il a eu un lot de vibrations, qui a créé quelque chose en lui. Et ça peut se faire par le son, par l'image. Et voilà, en fait, c'est juste quelque chose qui est connecté à tous nos sens et c'est basé sur l'émotion. Je ne sais pas comment mettre des mots dessus, je suis désolé. Non, non, c'est trop... Non, ça, j'adore, j'adore. Mais je pense juste que voilà, le concept même de l'émotion, c'est ça, c'est que les choses vibrent et il faut juste que tu peux faire transiter cette émotion par des images, du son, de la chaleur, par plein de choses. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que je dis souvent, notamment dans la vente. C'est que quand on crée avec ce moment, cette émotion, ce moment, il y a un goût particulier qui, je pense, peut être cette vibration qui fait que si une autre personne la ressent, quand elle entre en contact avec ce travail, il y a tout de suite une sorte de... Ouais, c'est genre... Je peux pas expliquer, mais... Oui, tu te connectes. Ouais, 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 complètement. ouais, ouais, c'est trop magique. Je pense qu'on va gentiment terminer parce que ça a déjà fait 1 heure, mais c'était trop sympa cette discussion. Merci beaucoup. Tu vois, on parlait d'une bulle. Là, moi, j'étais en plein dedans, j'ai pas vu le temps passer. Non, Donc, c'est bon signe. c'est On s'est bien connecté alors. mais j'avais encore quelques questions. Je vais juste. Ouais, par exemple, est-ce que tu as des ressources qui t'ont marqué particulièrement dans ton parcours? Des livres, par exemple, ou. Moi, j'étais très joli. Ouais. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas laissé finir. Non, peut-être même des artistes, mais là, du coup, c'est un petit peu différent. Mais ouais, partons sur les livres, c'est déjà pas mal. Sur le côté infoprenariat, parce que le côté peinture, non, je me suis pas vraiment inspiré de ce que j'ai pu voir. Donc, mais sur le côté infoprenariat, il fallait que je comprenne quand même comment faisaient les gens autres. Et Olivier Roland, que ce soit la chaîne d'Olivier Roland, son blog, et après pour ceux qui ont un budget, sa formation, peut-être blogueur pro, enfin il y a plein de choses. Mais ses conseils, ouais, je me suis vraiment connecté, je me suis identifié en Olivier Roland, parce qu'on est un peu le même passé, je pense, et j'ai trouvé ses conseils très très pertinents. Donc regardez sa chaîne YouTube. Peut-être pas ses vidéos récentes, je vais être honnête, plus les anciennes où il donnait un peu plus de valeur, ses articles de blog, et puis surtout, alors lui c'est son guide gratuit. Il est où mon livre d'ailleurs? Son guide gratuit, tout le monde n'a, non, qui est créer le blog de vos rêves ou je sais pas quoi. Vivez la vie de vos rêves avec votre blog. Voilà. En fait, il y a déjà presque tout ce que enseigne Olivier Roland dans ce guide gratuit. Donc, allez vite sur son blog, le télécharger. Dedans, il explique les concepts de traversée du désert, comment faire du mail automation, le concept de faire un article par semaine pour justement bien favoriser l'attraction, comment ne pas lâcher.
Voilà, il y a les principales notions qui m'ont vraiment aidé. Après, en termes de livre, du coup, son livre m'a beaucoup touché aussi. C'est Tout le monde a pas eu la chance de rater ses études, parce que la deuxième partie de ce livre, c'est pratiquement le guide gratuit dont je viens de vous parler. Et la première partie, par contre, elle est sur les problèmes qu'on a avec le schéma éducatif français, on va dire, qui est un peu bizarre, quoi. Et d'ailleurs, attends, je sais pas si je l'ai. Ah non, c'est dommage. Et j'ai un exemplaire dédicacé que j'ai en Et ouais, c'est un collègue à moi qui l'a rencontré en conférence. Il a acheté un livre, il l'a fait signer pour me le donner, quoi. Si c'est pas sympa, ça. Et voilà. Après, des livres, d'autres qui j'ai pas de mémoire. J'ai lu plein de livres quand j'ai commencé l'infoprenariat. Ah si, forcément, la semaine de, De 4 semaine de 4 heures. Ah bah ça, je pense que quand on devient infopreneur, c'est la base. Il faut commencer par ce livre. Surtout pour le côté, bon, ok, j'y vais. Moi, quand je l'ai lu, j'ai fait, wow, ouais, ok, d'accord. Sur le concept de l'automation et tout ça, justement, ça montre que je trouve que c'est un peu la Bible de l'infopreneur. Il faut commencer par ce livre-là. Et après, voilà, je sais pas trop, j'ai pas de mémoire, je sais plus. Non, mais moi, je suis pareil. J'ai lu tellement de livres qu'après, je suis là. Oh c'est-à-dire que. C'est ça. Non, mais ouais, déjà ça. Et moi, encore hier, c'est marrant, je parlais avec un entrepreneur hier, il connaissait pas. Bon, c'était plutôt un entrepreneur dans l'investissement et tout, il connaissait pas la semaine de 4 heures. Quand je lui ai parlé du concept, il était là, mais, il faut du bon point sur ce livre. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est aussi que avec cette technologie, Internet et tout, on libère du temps au service de notre créativité, au service de ces moments où on perd le temps. Justement, ça, oui, il faut que je t'en parle, justement. Moi, ça a été même compliqué pour moi, ça. Ah. Il en parle, Tim Ferriss, dans la semaine de 4 heures, mais j'y croyais pas, ça me faisait douce pour sourire. Il t'explique que des fois, à force d'automatiser, ou justement, quand tu es infopreneur ou autre, bah, tu as tellement de temps pour toi que tu sais plus quoi faire ou tu machin. J'ai lu ça, je suis putain, lui, il se fout bien de ma gueule quand même. Qui peut avoir ce problème-là, quoi? Le pauvre. Et quand j'ai commencé l'infoprenariat, moi, si je mettais de côté sans parler de mon activité de peinture, si je parlais que de mon activité d'infopreneur, au début, je me dis, bon, je réserve la moitié de ma semaine pour mon activité d'infopreneur, voire un peu plus. Et je me rendais compte que du moment où j'avais fait mon article et ma vidéo, et que j'avais fait mon mail de la semaine, bah, j'avais fini, en fait, ma semaine. Et là, on peut finir sa semaine le mardi midi, quoi, par exemple. Et là, on se dit, non, c'est pas normal. Donc, il faut que je travaille. Donc, ben, moi, je brassais du vent à essayer de faire des choses sur mon ordi, optimiser des choses, machin, etc. Alors que je savais que ça servait à rien. Ça servait à rien du tout. Et en fait, je culpabilisais du fait d'avoir ce temps-là. Parce que pendant ma vie, mon ancienne vie professionnelle, c'était des semaines de 70 heures. Et il était hors de question que ça se passe différemment. Donc, ça a été très, très, très dur. Et c'est là que les gens vont me détester, de savoir que j'ai un peu de temps pour moi. Ça a été dur parce que j'avais pas l'habitude et que j'avais l'impression de pas mériter ça et que ça pouvait menacer mon business ou autre, alors que non. Vu qu'il faut un temps de traction, que les choses se mettent en place, une fois que les choses à faire sont faites, ben, on a beaucoup de temps pour soi. Voilà. Donc encore aujourd'hui, je peux avoir du temps sur moi et c'est ce qui, du temps pour moi et c'est ce que et je vois chez mes amis la jalousie que ça peut mettre. Certains potes qui sont salariés ou autres et ouais, tu fais plus rien, machin, tu branles plus rien. Ouais, ok, attends, si, je travaille. Bon, pourtant, je travaille, mais c'est vrai que je pourrais avoir beaucoup plus de temps en fait. Et effectivement, ça libère du temps pour le côté créatif, aller rechercher l'inspiration, faire mes tableaux et tout. Donc c'est génial. Je suis trop contente que tu aies partagé ça. Et je vous garantis que ça fonctionne. Enfin, beaucoup prennent le livre de Tim Ferriss parce qu'ils l'ont pas expérimenté. Ils prennent le livre en disant oui. C'est du second degré, quand il dit la semaine de 4 heures, regarde aujourd'hui ce qu'il fait. Mais pendant un bon moment, il vivait comme ça. Il avait vraiment une semaine de 4 heures et c'est parfaitement applicable. Vraiment. Et vraiment. Et puis, c'est ce qu'explique Tim Ferriss. On se pollue. On prend nos téléphones 15 fois par jour, on regarde les messages, les trucs. Moi, je suis tombé dans ce piège-là, je le suis encore un peu aujourd'hui. Et régulièrement, je désinstalle les applications mes applications mail, mes applications d'analytics, tout ça, je vire tout mon téléphone pour pas pouvoir y avoir accès. Parce que sinon, c'est maladif, on perd du temps à aller sur ces trucs-là. Mais Tim Ferriss, entre autres, nous apprend à automatiser tout ça et à garder que l'essentiel, aller voir ses mails qu'une fois par jour. J'y arrive pas, mais bon.
Moi, j'ai une théorie qui embête aussi souvent les gens quand je dis ça, mais j'ai la sensation que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer dans ce chemin, même si elles ont envie, qu'elles ne sont pas heureuses dans leur job, parce qu'elles ne sauraient pas quoi faire de tout ce temps libre. Même si c'est au début beaucoup de travail, puis comme tu dis, une fois que ça a l'attraction et que tu automatises, tu peux avoir ce temps. On nous a jamais enseigné à réaliser que c'était possible d'avoir ce temps. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette peur profonde chez beaucoup de gens de qu'est-ce que je ferais de ce temps. Je sais pas, c'est un peu une théorie que j'ai. Ah oui, oui, mais ça rejoint ce que je te disais, hein. Moi, des fois, je me dis, bon, bah, aujourd'hui, j'ai pas besoin de travailler, donc je pars, je vais faire quelques courses. Je sais pas, mercredi matin, je vois qu'il y a que des retraités avec moi parce que tous les autres travaillent. Et je te jure, hein, je vois ça. Maintenant, du coup, je vais 2 fois en salle de sport et tout. J'y vais le matin, 2 fois par semaine, et c'est pareil, il y a que des retraités avec moi parce que je me dis, en fait, tous ceux qui ont mon âge, ils sont en train de travailler, quoi. Ils sont en train de travailler. Et ça fait partie en fait de ça, je voulais aussi, c'est la liberté. Mais quand on a cette liberté, et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais une fois qu'on l'a, des fois on sait plus trop quoi faire, parce que si on va aller voir des amis, bah, ils sont en train de travailler. Donc on se balade, on fait des choses, mais voilà. Après, ce qui est bien, c'est comme tu le disais, c'est accessible. Moi, j'ai lancé tout ça, j'avais mon autre boulot. Je faisais juste ça en tant que... L'infoprenariat, ça a été un test. J'ai dit, bon, bah, un article, une vidéo par semaine, c'est bon, je vais pouvoir m'organiser quand même. Je le faisais à côté de mon boulot le soir. Après, j'ai pris un mi-temps au sein de ma société jusqu'au jour où j'ai dit au revoir, quoi, après. Et c'est l'ordre logique, en fait, qu'explique Olivier Roland ou Tim Ferriss. Commencer gentiment, après aller vers un mi-temps, et puis après, à ce stade-là, normalement, on a assez d'infoproduits qui tournent tout seul pour pouvoir en vivre largement, quoi. Tout simplement. Bah ouais, et après, bon, il faut se focaliser sur continuer à créer du contenu, et on a tout notre temps pour créer du bon contenu. La bête noire des créateurs de contenu, c'est d'avoir peur de refaire la même chose et de ne plus avoir de contenu au bout d'un moment. Et quand on a fait une centaine de vidéos, on se rend compte qu'en fait, sur YouTube ou sur un blog, on développe une aptitude, une compétence qui fait qu'on sait comment prendre une info qu'on a déjà traitée, on l'exploite, on va dans le détail, on décline, on développe. Enfin, il y a plein de choses à faire. On ne sera jamais à court de contenu. Il ne faut pas avoir cette peur-là. Ouais, merci. Ouais, ça, c'est vrai. Pour moi, c'est impossible d'être à court de. Et puis la créativité entraîne la créativité, la création entraîne la création. C'est qu'un processus de plus, quoi. Oui. Puis toi, je crois que ta force, je pense, c'est que il y a les humeurs qui jouent beaucoup dans tes vidéos en fonction. Ça se sent. Et du coup, c'est une force ça aussi, parce qu'en fonction des humeurs, des moments, des idées, des choses qui passent en tête, et ben, c'est du contenu illimité qu'on a. Et justement, c'est bien de le partager, de le donner, quoi. Ouais, c'est frais. Est-ce que tu veux nous confier tes grands rêves si tu penses à ça des fois? Est-ce que tu as des rêves en particulier ou tu es plutôt du type je continue à faire ce que j'aime chaque jour et puis je prends les opportunités? Non, en fait, je sais pas si tu connais, comment ça s'appelle? La matrice comportementale avec les couleurs, comment elle s'appelle? DISC, D-I-S-C. Méthode DISC. Alors ça, c'est un truc qu'il faut connaître. Ok. En fait, c'est une matrice qui montre qui régit le comportement de tous les comportements qui utilisent dans le monde en les codifiant avec des couleurs. C'est-à-dire que le rouge, c'est l'extraverti, c'est celui qui fonce, c'est celui qui est entrepreneur, c'est celui qui a besoin de faire plein de choses, qui réfléchit pas, qui fonce tête baissée, qui casse des murs. Tu as le jaune. Le jaune, il est souvent introverti, c'est souvent les créatifs, mais ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de briller. Voilà. Après, tu as les verts. Les verts, c'est les empathiques. Ils souffrent beaucoup du monde, de ce qui se passe autour d'eux. Ils ont tout le temps envie d'aider. Ils pensent d'abord aux autres plutôt qu'à eux. Et tu as les bleus, c'est les procéduriers qui ont besoin que tout soit écrit dans des contrats, que tout soit fermé, normé, etc. Et en fait, n'importe qui dans le monde a en théorie 2 ou 3 couleurs dominantes. Moi, je sais que je suis jaune et vert et que le jaune est dominant. Moi, j'ai appris cette technique-là et on l'apprenait dans notre société avant dans un langage, en marketing, on l'utilise beaucoup. Si tu as quelqu'un en face de toi, il faut que tu sois capable en 10 secondes de savoir quelles sont les couleurs de ton interlocuteur pour adapter ton discours. Si c'est rouge, tu vas pas dire bon, bah, votre site internet, ne vous inquiétez pas, vous verrez, il sera joli, il va vous aider. Un rouge, tu n'as pas besoin de le rassurer, il fonce. Donc, tu as juste besoin de lui dire ok, on va faire ça, demain on est opérationnel, etc., etc. Et du coup, c'est super important. Et dans la vie de tous les jours, quand tu arrives déjà à savoir tes couleurs, c'est cool. Et après, quand tu vois tous les gens autour de toi, tu arrives à définir et à savoir quelles couleurs ils ont. Et du coup, j'y viens. Donc moi, c'est le jaune qui est dominant. Donc le jaune, c'est besoin de reconnaissance.
Donc, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien, j'ai quand même besoin de reconnaissance. Mais après, j'ai pas d'ambition, j'ai pas de rêve ou d'ultime but. Je veux juste continuer à faire mon truc. Mais je j'ai pas un grand rêve. Je pense que mon rêve était entre de faire de la peinture. Je le fais. Euh, voilà, aujourd'hui, je sais pas. Mais tu Donc, vis ton rêve, quoi. C'est fou. ouais, c'est ça. C'est ça. Et je l'adapte comme je veux parce que y a personne pour me dire ce que j'ai à faire ou à ne pas faire. C'est ça qui est génial aussi. Tu fais ton truc, quoi. Mm. Ouais. Ah, bah, merci beaucoup. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes de savoir que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Il faut y aller. Il faut foncer. Il faut pas trop se dire oui, business plan, machin, etc., etc. Faites ça à petite échelle à côté de votre boulot. Regardez ce qui se passe et vous verrez, vous saurez tout de suite si il faut y aller, quoi. Mm. Ah, merci beaucoup, Anthony. C'était super Bah, sympa. avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie. Où est-ce que j'envoie des personnes? J'imagine sur ta chaîne YouTube, sur ton site. Oh, il se passe le plus de choses maintenant, c'est ma chaîne YouTube, hein. Ok. Ouais, ma chaîne YouTube, Anthony Chambaud. Juste mon nom, prénom. Et puis voilà, après, tout est associé sur ma chaîne. Il y a mon site d'artiste peintre pour ma vente de tableaux. Il y a mon blog pour tout ce qui est articles. Et puis voilà, après, j'ai mon Instagram qui a un tronc commun entre les deux. Et puis c'est tout. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez voir comment fonctionne mon mail automation, mes séquences, il suffit d'aller sur mon blog et de s'inscrire au bonus, de télécharger le bonus pour voir justement comment fonctionnent mes mails, les mails que j'envoie. On fait souvent ça en tant qu'infopreneur, on regarde ce que font les autres. Ouais, ouais, ouais. Pas de bonnes idées à prendre. Non, bah, merci. J'espère qu'on fera une seconde édition dans une année. Comment? J'espère qu'on fera une seconde édition. Euh, Ah bah oui, avec grand plaisir. et merci à toutes les personnes qui ont suivi cette interview. N'hésitez pas à découvrir son travail. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine.